Alors, c'est pas une mince affaire de reconfigurer, d'entreprendre cette entreprise de reconfiguration d'un territoire, de le réaménager, de le réorganiser. C'est jamais facile d'admettre que le paysage, tel qu'on pense l'avoir toujours connu, va se transformer, que le petit chemin dont on pense qu'il a toujours été là va disparaître. Et pourtant, les territoires évoluent, et celui de la basse vallée de la Sanne n'y fait pas exception. Et on va voir qu'au fil du temps, ce territoire s'est métamorphosé à de nombreuses reprises et dans des proportions encore beaucoup plus impressionnantes que ce que va générer le projet Basse-Sanne 2050. On va remonter le temps et nos deux guides pour cette expédition spatio-temporelle seront Henri Daniel, si vous voulez bien venir me rejoindre pour cette expérience spatio-temporelle, et Régis Lemarie, du Conservatoire du Littoral. Avec eux, on va explorer l'histoire de la Basse-Vallée, et puis au fil des moments, notamment sur la période la plus récente, on complétera leur récit avec les témoignages de plusieurs acteurs du territoire, avec les élus de Quiberville, Jean-François Bloch, de Sainte-Marguerite, Olivier de Conilhou, de Longueuil, Isabelle Poulain, avec aussi le président et le directeur du syndicat des bassins versants Sanne, Vienne et Si, Nicolas Leforestier et Laurent Topin, avec Delphine Jaconneau, qui représente l'agence de l'eau Seine-Normandie, avec un citoyen de Quiberville, Dominique Vasseur, avec le président de la communauté de communes terroir de Caux, Olivier Bureau, et avec le directeur du syndicat mixte du littoral de la Seine-Maritime, François Dehaye. Alors, souvent, quand on raconte a posteriori l'histoire d'un projet, cette narration devient d'un coup très, très linéaire, comme si, de toute évidence, ce projet avait dû exister de toute éternité, de toute évidence. Voilà. On va voir qu'au contraire, tout au long de l'histoire, il y a eu des alternatives, des choix à effectuer, des éléments imprévus dont il a fallu tenir compte. Alors, attachez vos ceintures, on part pour ce voyage dans le temps. Bonjour Henri Daniel, donc vous êtes Quibervillois, Quibervillais, bon, voilà. Et vous êtes l'historien de ce territoire de Quiberville, vous êtes l'auteur de ce bouquin qui s'appelle Quiberville-sur-Mer d'hier à aujourd'hui. Vous n'êtes pas historien de métier, ce n'est pas votre seule occupation. Non. À l'origine, j'étais menuisier. Oui. Donc, rien à voir avec l'histoire. Et à l'école, en plus, je n'aimais pas l'histoire. Voilà. Bon. Préférant la géographie. Et comment ça vous est venu C'est venu tout simplement, je collectionnais les cartes postales. Voilà. D'accord. Anciennes. D'accord. Et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe sur cette image? Vous êtes parti de l'image, en fait. Une année, c'était en 1985, suite à la rénovation de la plage. Il y avait une petite exposition qui avait été faite par quelqu'un de la commune, avec des cartes postales. Et j'ai dit, ouais, moi j'en ai aussi beaucoup plus que ça. Et puis on m'a dit, pourquoi ne ferais-tu pas une exposition? Donc j'ai fait une exposition. Puis après on m'a demandé, pourquoi tu n'écrirais pas un livre sur Quiberville? Et c'est parti de là, voilà. Ok, alors là, ça remonte quand même à 1988. C'est pas... on va bénéficier de cette passion qui vient de la carte postale. Alors, on ne va pas voir des cartes postales, mais on va un peu voir comment ce territoire a évolué au fil du temps. On va partir du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, l'embouchure de la Sanne, c'est un port naturel jusqu'à Ouville. Jusqu'à Ouville-la-Rivière, qui à l'époque s'appelait Ouville-sur-la-Mer. C'est ça. Et on sait quand le nom a changé. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé ça. Moi non plus. D'accord. Et alors, au XIIe siècle, les pêcheurs débarquent à Longueuil des harengs destinés à l'abbaye du Bec-et-Loing, qui est propriétaire d'une partie du territoire. Alors, que font les moines du Bec-et-Loing dans la vallée? Parce que c'est pas tout près, le Bec-et-Loing. Non, mais ils avaient la cure. D'accord. Voilà. Donc, le curé Et c'est eux qui nommaient les curés. C'est ça. Voilà. Donc, c'était un moine qu'ils envoyaient... prêcher la bonne parole. Okay. Et donc, il se faisait rémunérer pour ce service. Il se faisait rémunérer. Donc, à l'époque, c'était bien souvent... C'était la dîme qu'on appelait ça. Et donc,
Selon Jean Favier, qui est un ancien directeur des Archives de France, il signalait dans une publication de 1963 qu'au début du XIVe siècle, 42 000 harengs des pêcheries de Longueuil étaient envoyés chaque année au Bec et Loing, propriétaire du domaine de Longueuil. Alors, Longueuil, aujourd'hui, c'est quand même à 7-8 km, 4 km. On est à 4 km 4 km de la mer, voilà. En tout cas, on n'y pêche plus des harengs. Enfin, on n'y ramène plus des harengs. Alors, on avance au XIIIe siècle, le port de Longueuil, est vendu au chambellan de Philippe le Bel, comte de Longueville, c'est ça? Alors, c'est le port de Sannes. Le port de Sannes, voilà. Qui est vendu donc par Philippe le Bel à son chambellan Enguerrand de Marigny. Et là, on est en 1305. Alors, on avance de 2 siècles. On est au XVe et XVIe siècle. Le trait de côte avance, il recule, il s'éloigne, et la mer ne remonte plus jusqu'à Longueuil. Alors, la mer ne remonte plus pour plusieurs raisons. C'est que les différents conflits avec soit les Anglais, soit d'autres personnes ont fait que l'embouchure de la Sanne a été modifiée. On l'a estoupée, on a construit certaines choses et qui ont fait que la mer ne rentrait plus complètement dans la vallée. Donc ce n'est pas totalement par un effet naturel que la mer ne remonte pas, c'est parce qu'on s'est déjà, à l'époque, un peu occupé de la repousser un peu au loin. Oui. Parce qu'en 1560, nous avons un écrit donc, qui dit que le duc de Bouillon, qui était Henri Robert de la Marque, gouverneur de Normandie, ordonne de faire boucher et étouper le havre de Sannes par crainte d'une descente des Anglais. En raison de ce fait, une mise d'une année de fermage est faite à Nicolas Duchesne, fermier de la pêcherie de Longueuil, car la pêcherie n'avait rien donné. Donc vous pouvez rester, il n'y a pas de problème. Et donc là, on est en 1560, donc on avance un peu. On voit qu'au préalable, au début du XVIe siècle, les costumes et acquis du port de Seine sont baillés par le duc de Longueville à Rigaud de Berqueteau, seigneur de Quiberville. Voilà. Donc on est en gros, il y a une espèce de, comment dire, on dirait aujourd'hui une délégation de service public à la commune de Quiberville. Donc le seigneur de Quiberville, votre prédécesseur. Et puis ensuite, donc fin du siècle, enfin milieu du siècle, Nicolas Duchesne, comme vous l'avez dit. Alors lui, on voit que la ressource se raréfie. Déjà, on a déjà un petit problème de stock halieutique et un problème de surpêche, sans doute, ou en tout cas de raréfaction de la ressource, puisque les pêcheurs demandent une remise d'une année de fermage pour compenser leur perte. Avançons. Donc là, vous nous l'avez dit, on a bouché et étoupé le havre de Sannes. On parle plus de port, on parle de havre à cette époque. Et puis, des salines sont exploitées au XVIIe siècle. Des salines sont exploitées à l'embouchure. Il y a des parcs à poissons le long du cours de la Sanne, entre Longueuil et Quiberville. Votre hypothèse, je crois, c'est que le cours de la Sanne tel qu'il est a été aménagé dans ce but? Alors, pas pour les salines, mais pour les poissons, pour les bacs à poissons. Je pense que certaines bouques ont dû être ajoutées à l'époque. Pour pouvoir installer ces pêcheries. Et dans la toponymie, on trouve trace de ces salines? Oui. Donc, un aveu de juin 1635 fait état d'une pièce de terre au Val des Salines, à Longueuil. Et en 1672, des salines appartenant à la famille de Manville, dont 2 étaient gouverneurs de Dieppe, sont mentionnées dans un document d'arpentage. Et aujourd'hui, on trouve encore des traces dans les territoires, dans les... Pas du tout, sachant que sur certaines cartes de la fin du 19e siècle est mentionné le lieu dit Les Salés. Alors, on avance vite, hein, on arrive à la Révolution, et dans les cahiers de doléances, on dit que 2 vallées également baignées par la mer dans son flux en rendant le pays malsain
pourrait-on en rendre le pays malsain? Pourrait-on obvier à cet inconvénient en opposant le long des bords de ces rivières une digue aux extravasions de la mer? Donc là, on réclame, en fait, ça fait partie des cahiers de doléances du territoire de Normandie. On porte ça aux États généraux, Oui. À Paris, et on va demander au roi de bien vouloir s'occuper d'aménager un peu le territoire pour l'assainir, en fait. Tout à fait. Et donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à s'inquiéter un petit peu des problèmes qui étaient les miasmes pestilentiels, qui déjà à l'époque sévissaient. Les miasmes pestilentiels, c'est le début comment dire, des problèmes des zones humides qu'on considère comme malsaines et qu'on va assainir en les drainant et en les rendant moins humides. Oui, tout à fait. Et donc j'ai retrouvé dans le livre sur Longueuil qu'en 1717, le fabuliste Henri Richer, qui était né à Longueuil en 1685 et qui publia des traductions en vers en français des églogues de Virgile, dans une épître, il dit ceci: le destin contraire à mes désirs, me cause à tout moment de nouveaux déplaisirs. 1000 procès affreux où sa haine m'engage me font passer mes jours dans un dur esclavage. Il faut plaider sans cesse ou bien solliciter. Je passe quelques 8 jours sans débeauté pour sauver du naufrage un revenu bien mince qui me fixe mon exil au fond d'une province dont le large marais, près d'une triste mer, dont les noires vapeurs ont empoisonné l'air. Et une note de l'auteur nous apprend que ces marais et cette mer désignent son pays natal, donc Longueuil. Bon, eh bien, c'est sûrement pas tous les jours qu'on déclame des vers dans cet hémicycle, j'imagine, monsieur de Jean de la Bâtie. Alors, donc en 1789, les cahiers de doléances demandent au roi de bien vouloir s'occuper du territoire. Il faut quand même attendre un petit peu, et c'est pas Louis XVI qui va s'en occuper, parce qu'il lui est arrivé quelques bricoles entre-temps. Mais en 1864, on finit par construire la Buse, et on a donc ce compte-rendu que vous avez à l'écran. Monsieur le sénateur préfet s'est rendu à l'embouchure pour visiter le travail important. Alors, pourquoi on a fait cette Buse? Justement pour remédier au problème des fèves paludéennes qui sévissaient à l'époque. Donc, en gros, pour assécher ces zones humides. Pour assainir la vallée. Ces zones humides. Voilà, tout à fait. Et il faut savoir aussi que, juste un petit peu avant la construction de la Buse, la Sanne arrivait en mer sur l'est et au pied de la falaise de Sainte-Marguerite. D'accord. Donc on l'a. Donc en 1864, on l'a déplacée. On commence à la détourner déjà. On commence à la déplacer et suite à d'autres reconstructions qui vont suivre par la suite, on a encore déplacé une nouvelle fois la Buse du côté de Quiberville. Donc on voit que dans quelques temps, elle sera encore déplacée. C'est ça. On voit que les aménagements qui sont en cours sont le prolongement, la poursuite de travaux qui ont été faits au long de l'histoire. Avançons encore quelques années plus tard, 9 ans plus tard, disons 11 ans plus tard, on voit apparaître des huîtrières dans la vallée, des parcs à huîtres. Ça a été une activité qui est intervenue au même moment, au moment où on a commencé à aménager l'embouchure. Tout à fait. Donc c'était juste à côté justement de l'embouchure de la Sanne, entre la Sanne et le parc à huîtres qui existe aujourd'hui, de toute façon, donc à côté du camping actuel. Voilà. Et puis en 1879, tempête, le 7 janvier, une quarantaine de Quibervillais furent atteints de fièvre intermittente due au mauvais état de la Buse, celle-ci ayant été partiellement détruite lors de la tempête. Donc la tempête détruit l'aménagement et on se dit, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors plusieurs hypothèses. Soit on ne fait rien, soit on réfléchit à des protections et on commence à se poser un peu le même type de questions qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et finalement, on se dit que ne rien faire n'est pas une hypothèse, n'est pas une solution. C'est un peu comme aujourd'hui. Je vois Jean-François Bloch qui acquiesce. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des épis ou on fait une digue.
Et finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des épis. On fait en 1887 un premier épi. Oui. Alors, cet épi, il est un peu bricolé ou c'était des épis en bois. Hein. C'est ça. C'était gigantesque en plus. Et qui malheureusement était souvent restauré. Quoi, parce que c'est ça. La mer attaquait tout le parce temps. Parce que en fait, c'est un épi c'est un brise-houle. C'était un brise-houle et en même un pour retenir un petit peu aussi les galets. Hein. Ah oui, il s'agissait de maintenir, le cordon de galet. Oui. Le cordon de galet, voilà. Alors, on fait cet épi deux possibilités. Ou bien le problème est résolu, ou bien il n'est pas résolu. Et verdict, il n'est pas résolu. Donc, il faut faire autre chose. Et là, on a encore deux solutions. Ou on se dit, c'est bien triste, mais on n'y arrive pas. Ou on essaie de renforcer, de faire autre chose. Et bien, c'est ça qu'on va faire. On va renforcer la protection. On la renforce de quelle façon? On est à quelle époque, là, parce que... Alors là, on est à la fin du 19e. Oui, on est à la fin du 19e. Ouais. Fin 19e. Donc là, d'autres épis ont été construits à cette époque-là. D'autres ont encore été construits au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et ensuite, on a commencé à construire aussi une digue. Le Perret. Alors, on est en 1914 et on construit un nouvel épi. Et on construit centre de la plage, oui. Au centre, voilà. Et on construit un Perret. Et là, on regarde ce qui se passe. Ou bien le problème est définitivement résolu, ou bien il est provisoirement résolu. Verdict. Verdict, il n'est pas définitivement résolu, sinon on ne serait peut-être pas ici aujourd'hui. Il est provisoirement résolu. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, avec, disons, cette vallée provisoirement protégée, on en arrive à 1936. Qu'est-ce qui se passe en 1936? Les congés payés. Et là, on en arrive à un événement qui n'est pas un événement issu du territoire, mais qui va impacter le territoire, c'est le développement du tourisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut laisser passer le train, ne rien faire, ou on peut décider de s'équiper pour accueillir les vacanciers. Et c'est effectivement ça qui va se passer. Dès 1936, Quiberville va s'équiper pour accueillir les vacanciers. Et on commence à donc développer l'industrie du tourisme avec un premier camping dès cette époque. Pas avant la guerre de 40, non. Bon, c'est ça. Donc, avant cette époque, on accueille de façon un peu... un peu anarchique, parce que les gens s'installaient un petit peu partout, même chez... On plantait la tente dans le jardin du... Voilà, tout à fait. D'accord. Donc on avance, on accueille, on commence à développer une activité touristique. Et puis en 1953, tempête qui marque l'histoire dans le nord de l'Europe, 1800 morts aux Pays-Bas. Et cette tempête touche la région normande. Et la Buse, dont on parle depuis déjà quelques décennies, la Buse n'y survit pas, la Buse est détruite. Et bien là, toujours pareil, que fait-on? On reconstruit, on ne fait rien, et bien effectivement, on va évidemment reconstruire la Buse, puisque il commence à y avoir un intérêt économique. Et la Buse est reconstruite en béton. Voilà, et donc c'est la Buse actuelle. Et c'est la Buse actuelle, oui. Voilà, donc, qui date de 1955. En 1950, donc après cette tempête, suite à cette tempête, on reconstruit la Buse, et c'est la Buse telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui fait quelle dimension Laurent Topin va nous le dire. Un 75 sur un 75. Voilà. Cette Buse est reconstruite et l'histoire avance. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se contenter de poursuivre ce que vous avez décrit, c'est-à-dire de gérer une activité touristique un peu artisanale, un peu, vous avez dit anarchique, etc. Ou bien est-ce qu'on va développer l'offre touristique? Eh bien, on va décider de développer l'offre touristique. Et en 1954, on crée le syndicat d'initiative de Quiberville-sur-Mer. Et en 1955, donc,
comme vous l'avez dit, on reconstruit cette buse. On fait bien de créer ce syndicat d'initiative et de réaménager le territoire, puisque en 1956, troisième semaine de congés payés, donc la demande s'accroît. Il y a de plus en plus de demandes d'un tourisme estival on veut aller vers la mer, quoi. Et bien là, que fait-on à Quiberville, ou à Quiberville et dans le reste de la vallée? On gère la fréquentation comme si de rien n'était, ou est-ce qu'on développe une offre touristique plus structurée? Et c'est là donc qu'on va construire le camping municipal de Quiberville en 1963. Alors, 1960, mais c'est à partir de 1963 qu'il a vraiment existé. C'est ça. Donc en 1960, on a fait des aménagements, qu'on y installe des sanitaires et ainsi de suite. Voilà. Et là encore, le territoire est plutôt bien inspiré, puisque 5 ans après, eh bien, 4e semaine de congés payés. Donc là encore, la fréquentation s'accroît. Et là, l'industrie du tourisme, enfin l'industrie, on ne peut pas parler d'industrie du tourisme à Quiberville, mais l'activité touristique se développe encore. À un point tel que, pour tenir compte de cet afflux, en 1973, eh bien, on agrandit le camping de Quiberville. Donc tout va bien jusqu'à 1977-78. Tempête sur la Manche, la digue est endommagée. Pratiquement complètement détruite. Voilà, c'est un euphémisme de dire qu'elle est endommagée. Et donc j'imagine que le camping déjà en subit les effets. Le camping est rempli de galets, notamment, et puis d'eau, bien sûr. Voilà, donc le camping qui est situé juste derrière la digue. Oui. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ou on dit, c'est foutu, on n'y arrivera pas, voilà, on renonce au tourisme, ou bien on s'accroche et on gère la fréquentation. C'est bien évidemment ce qu'on va décider. Et là encore, on est plutôt bien inspiré, puisqu'on arrive à 1982, et c'est la 5e semaine de congés payés. Et là, effectivement... Pardon? Non, ça s'arrête là. À ma connaissance, ça s'arrête là. Je ne suis pas certain que ça... Alors, merci beaucoup, Monsieur Daniel, pour ce balayage. Alors vraiment, ça à grandes enjambées, très rapide, oui. J'aimerais que Jean-François Bloch nous rejoigne, si vous voulez bien. Alors, vous êtes maire de Quiberville depuis 1983 et de... Non, 87. 87, d'accord. Élu en 83, mais maire en 87. Et, ah oui, élu en 83, maire en 83. Et depuis, vous êtes réélu sans désemparer. Vous misez résolument sur le tourisme pour assurer le développement de votre commune et avant tout sur le camping municipal. Il représente quoi ce camping municipal, déjà en 1987 et puis aujourd'hui? Il faut rendre hommage à ceux qui nous ont mon prédécesseur, parce que c'est lui qui a reconstruit le camping, et j'avais un papa aussi qui était président du syndicat d'initiative. Donc vous voyez, la boucle est là. Mais ces gens-là ont travaillé pour... Et puis en 87, je deviens maire, mais on subit surtout en 99 une submersion, enfin une inondation terrible, et ce qui fait qu'on avait résolument voulu en 95 remettre ce camping en 3 étoiles, et là on subit dès 95, on fait 93-95 des travaux, et en 95 on a vraiment des gros dégâts aussi. Et déjà auparavant, en 90, 95, au moment où on se dit qu'on va refaire tout cela, et puis on subit. On voit là la succession des épisodes. On voit les tempêtes, et à chaque fois, les choix qui sont posés. Oui, à chaque fois, on se dit... Qu'est-ce qu'on fait? Non, on sait pertinemment que c'est un tiers, je dirais, des ressources
de la commune, donc il faut continuer. Et puis on avait investi, donc quand vous investissez, après il faut bien payer les remboursements. Donc vous dites on n'a plus le choix, et donc il faut continuer. Et donc 90, 92, on est envahi. 95, on a des dégâts sur le camping avec l'intervention mais ça c'est le blocos de Sainte-Marguerite, c'est autre chose. C'est un blocos qui est suspendu, éliminé par volontairement, on le souille avec de l'eau pour qu'il tombe parce qu'il est bien dangereux. Mais 95, on venait de terminer un investissement lourd de quasiment l'équivalent de à peine 1 million d'euros aujourd'hui, quoi. Donc on était engagé sur 20 ans de remboursement, donc on n'avait plus le choix, il fallait continuer à... 96, ça recommence. Ouais, on a encore un petit coup avec une marée de 108 et là des vents et on subit encore. Et là encore, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on baisse les bras, on renonce non. On continue. Il faut continuer, on n'a plus le choix puisqu'on est dans un engrenage. On a investi dans ce camping qui est la seule ressource communale. On n'a pas d'industrie, on n'a rien. C'est notre petite taxe professionnelle qui existait à l'époque, mais on n'en avait pas, nous, mais c'était quand même pour l'industrie touristique. Alors, donc on décide qu'on va gérer la fréquentation touristique notamment, et qu'on va aménager ce territoire pour pouvoir le faire, et puis pour pouvoir développer d'autres activités agricoles. Oui, il y a tout, il y a un ensemble. Il y a 4 emplois directs, logiquement, et 4 emplois indirects. Pour la commune, économiquement, c'est important. C'est 600 ou 700 personnes qui viennent en été supplémentaire. Vous voyez pas, ça double la population, plus le nombre de résidents secondaires qui sont importants. Donc pour nous, on n'a pas le choix, c'est notre activité touristique. Et donc, pour faire face à ces aléas et pour pouvoir gérer cette fréquentation touristique, eh bien, on s'équipe et on crée en 1999 le syndicat des bassins. Alors, c'est pas dans ce but-là seulement. Mais on crée... 99, on subit des inondations terribles. 1,60 m d'eau dans la vallée. Et là, on a toutes les caravanes. On vient de terminer le camping en 95-96. Et on a des caravanes qui flottent. On a une centaine de caravanes. Et on a un préfet qui survole en hélicoptère et qui me dit on ferme demain matin le camping. De façon administrative. Et là, on me dit, attendez, monsieur le préfet, c'est pas possible. On a un sous-préfet, un breton, vous voyez, comme quoi ils sont sympas, les bretons. Et il me dit, on va pas vous laisser au bord de la route, et on va vous accompagner, mais vous allez perdre 60 places, puisqu'il faisait 260 places, ce camping qu'on avait rénové. Et vous allez taluter pour le protéger, et on perd 60 places, puisqu'il maintenant il a 202 places, enfin il avait 202 places. Et donc, ce jour-là, on a des dégâts terribles. Pendant 12 jours, on a 1,60 m d'eau dans la vallée, et là, c'est lié au 1,75 m au carré. La buse ne suffit pas, elle débite 7-8 mètres, je parle sous couvert de 7 ou 8 mètres cubes seconde, alors qu'il aurait fallu 25-30 mètres cubes. Et là, on est avec les services de la sécurité civile, tout le monde vient, on est comme des shadows, on pompe. Mais franchement, c'est pour montrer qu'on agit, mais franchement, ça sert à rien. Alors, on est en décembre 99. Et entre-temps, il se trouve qu'on a créé le syndicat des bassins versants San-Viennci. On crée dans l'urgence quelques mois au préalable. Oui. Laurent Topin, si vous voulez bien nous rejoindre pour nous expliquer un peu. Parce que là, du coup, on crée le syndicat en mai 99, en décembre 99, c'est la catastrophe que vous venez. Et là, tous les regards se tournent vers vous, jeune syndicat de bassin versant, et on vous dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Et jeune ingénieur, il arrive. On le voit arriver. Alors effectivement, moi j'arrive en juin 2000. Autant vous dire que c'est un peu l'hystérie sur le territoire. Avec un dossier épais comme ça sur votre bureau qui il faut rajouter quand même qu'on a effectivement... Le territoire a connu des inondations en 93, en 95, en 99, et qu'Iberville a eu le bonheur et le plaisir de connaître encore des inondations en mai 2000. Donc là, effectivement, il y a une situation un peu tendue sur le territoire qui induit effectivement de trouver des solutions. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on imagine comme solution? Alors, là, on est en 2000. Vous voyez, on a une vingtaine d'années de recul, donc on peut se dire que fait-on? Et effectivement, on réfléchit pour améliorer l'écoulement à la mer, puisque c'est la première vision qu'on a des choses, c'est il faut améliorer le débit. Voilà. Pour compléter les propos de Jean-François Bloch, effectivement, on a une buse qui a une capacité de 6 à 7 mètres cubes par seconde. 99, c'est 6 millions de mètres cubes qui arrivent dans la basse vallée, et c'est un débit maximum de 70 à 80 mètres cubes. Bon, bref, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre qu'on est dans une grande baignoire qui se remplit très très vite et qui se vide très très lentement. Et donc, vous avez parlé de Shadok. Je crois que vous avez eu une hypothèse un peu Shadok. Ah, mais on a eu beaucoup d'hypothèses Shadok. Notamment celle d'aller installer des pompes. Mais oui, mais parce que effectivement,
on n'est pas bête, on regarde ce qui se fait autour de nous, et on est sur des territoires, on a un territoire qui s'appelle les Watringues. Dans le nord de la France? Dans le nord de la France, hein, les Flandres françaises, qui sont le prolongement des Flandres belges et des Pays-Bas. Et effectivement, sur ce territoire, ils ont trouvé une solution radicale, effectivement, ça s'appelle des vis d'Archimède, et ça pompe continuellement. Ça évacue effectivement, on a ce qu'on appelle les watergangs, ça évacue effectivement une série de grands fossés, de grands canaux, et ça permet de rejeter. Donc ça fait partie des options qui sont mises sur la table. Et on se dit, voilà, c'est ça qu'on va faire. On va mettre en place 2 grandes viches d'Archimède sur le territoire, et puis basta, le jour où il y aura des inondations, on réglera quasiment tout le problème. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors pourquoi? Parce que déjà, cette solution, en fait, elle n'est pas adaptée au territoire, elle n'est pas adaptée techniquement, et elle n'est pas adaptée économiquement. Ça coûte très très cher. Dans les Watringues, pour alimenter entre autres ce système, ils ont une centrale nucléaire qui s'appelle Gravelines, et une partie de Gravelines dessert effectivement ces installations. Et ça coûte plusieurs millions d'euros par an, rien qu'en abonnement EDF et en alimentation EDF. Ils sont en train actuellement d'y réfléchir parce que... Au prix du kilowatt de 2000. Au prix du kilowatt de 2000. Voilà, on n'est pas au kilowatt de 2023. Donc, c'est une solution qui n'est pas adaptée au territoire, qui n'est pas adaptée aux enjeux du territoire, parce que, quoi qu'on en dise, effectivement, on a un territoire qui reste quand même de petite taille, sur lesquels on a essentiellement des enjeux touristiques, et sur lesquels il va falloir trouver d'autres solutions. En ayant à l'esprit qu'effectivement, on aborde ce dossier avec un seul prisme, c'est-à-dire le côté hydraulique. On veut régler le problème des inondations. On lutte contre les inondations. En 2000, on lutte contre les inondations. Donc vous verrez que la sémantique a évolué aussi beaucoup depuis 2000. Et à partir de là, effectivement... Donc on oublie les pompes. On oublie les pompes. Qu'est-ce qu'on imagine? Et on va travailler sur d'autres aspects, d'autres solutions techniques. Et moi, je propose, je ne suis pas technicien, je dis faites une double buse. Puis ça ira, on ouvrira quand vous savez. On n'est pas loin de la triple buse, mais... Pardon, il fallait la faire. Les techniciens disent, mais non, c'est pas possible, parce que je dis, si on a une surverse et puis qu'on ouvre une vanne, bon, on vide, hein. Moi, c'était simple, mais on me dit, non, c'est pas possible. Alors, il y a effectivement... Il y a un débat qui n'est pas résolu, là, entre vous, j'ai l'impression. Oui, mais il y a eu beaucoup de discussions. Les échanges ont été parfois vigoureux, mais c'est normal. En même temps, effectivement, on part d'une feuille blanche. On est toujours en 2000. C'est-à-dire qu'en 2000, là encore, je mets en place le contexte, on est encore dans une approche très technique des choses, très génie civil, où, grosso modo, un problème, une solution technique, où on va vous régler. Voilà. Et donc le technicien, c'est vous, donc c'est vers vous qu'on se tourne. Voilà, entre autres. Voilà. Tu n'es pas tout seul autour de la table. J'imagine. Et puis, voilà, effectivement, c'est un travail collégial qui va commencer à être mis en place, où il y a effectivement plusieurs réflexions qui vont commencer à aborder. Bien évidemment, la lutte contre les inondations, mais aussi l'autre problématique, pas totalement anecdotique, c'est la mise en conformité des ouvrages estuariens, puisque libre circulation, continuité écologique, il y a un cadre réglementaire qui s'applique. En 2000, on commence à se préoccuper des poissons qui remontent ou qui ne remontent pas. Ça fait déjà quelques années qu'on aurait dû s'en préoccuper. Hein. C'est vrai. Vous savez, on est en France, hein. On n'est pas toujours, sur les questions environnementales, parfois on n'est pas toujours très en avance. Donc, en 2000, effectivement, cette question-là vient sur la table aussi, puisqu'il y a un cadre réglementaire qui s'applique. Il y a aussi cette question de la restauration de la biodiversité, de la restauration des milieux, etc. Donc, voilà. Ça contribue, tout ça, ces nouvelles préoccupations contribuent, j'imagine, à éliminer la solution des pompes. Alors, totalement. On exclut totalement les pompes et on rentre effectivement dans d'autres logiques qui peuvent être effectivement, alors qui peuvent paraître saugrenues à l'heure actuelle, mais qui ont été étudiées parce qu'il fallait passer par cette étape. On parle de porte-à-flot, ce qui se fait plutôt dans les marais charentais, par exemple, les systèmes de porte-à-flot. Porte-à-flot, c'est un peu ce qu'on fait à Venise, c'est ça? Non, porte-à-flot, en fait, c'est des systèmes avec des grandes vannes, en fait, qu'on ferme à marée haute et qu'on ouvre à marée basse. Donc, ça permet effectivement d'augmenter la capacité d'écoulement, ça permet de répondre partiellement à un certain nombre de problématiques, mais ça rentre en compte, on est toujours dans cette logique, effectivement, d'aménagement purement hydraulique. Très hydraulique. Et tout ça va cheminer pour aboutir, effectivement, à un projet qui s'oriente plutôt sur la création d'un débouché, effectivement, qui a une dimension conséquente pour répondre aux objectifs initiaux, c'est-à-dire un débouché de 30 mètres. Création d'un pont de 30 mètres. Un pont de 30 mètres qui permettra donc à la rivière de s'écouler, donc qui résout la question des inondations terrestres. Alors, qui résout, entendons-nous,
qui résout partiellement la question des inondations terrestres. Parce que de toute façon, on est dans un estuaire, on est dans une basse vallée reste inondable de toute façon, puisqu'elle est le réceptacle d'un bassin versant qui fait plus de 300 km², et vos 6 millions de mètres cubes, ils arriveront toujours. Ils arriveront peut-être même un peu plus maintenant, mais voire plus, quelle que soit la fréquence de l'événement. Donc vous aurez de toute façon à gérer un volume et un débit. Mais au moins, ça partira plus vite. L'objectif, c'est de dire on minore significativement les hauteurs d'eau et les durées de submersion. Comme l'a dit M. Bloch, une des problématiques qu'on a dans les basses vallées, c'est aussi les durées de submersion. C'est ça, parce que vous avez dit 1,60 m ou 1,80 m d'eau, mais longtemps. 12 jours. 12 jours, c'est ça. Quand vous avez de l'eau qui stagne pendant plus d'une dizaine de jours, alors déjà une inondation, même si elle est rapide, elle génère des dégâts, mais a fortiori sur les infrastructures, le bâtiment, etc., quand vous avez des inondations qui durent plus d'une dizaine de jours, votre infrastructure, elle est fortement dégradée. Donc l'objectif, on réduit les hauteurs d'eau, les durées de submersion, facilite l'écoulement. Et puis, à contrario, on améliore effectivement l'intrusion, enfin la remontée, la montaison, la dévalaison au niveau des migrateurs. Donc, on commence à cerner une orientation en termes d'aménagement du territoire. Mais la contrepartie, c'est que la mer remonte aussi. Ah ben. On n'a rien sans rien. C'est les vases communicants. Hein. La physique est bien faite, c'est qu'à partir du moment où effectivement ça sort plus, ça va rentrer plus aussi. Et là, effectivement, il y a ce phénomène d'intrusion marine qui doit être pris en compte dans le projet d'aménagement. Et donc on arrive à ce projet qui est dit de réestuarisation, qui est porté par le syndicat de bassin versant sur les années 2005-2008. Alors ça a commencé en 2003, ça a commencé en 2003. Les premières études datent de 2003. Et en 2008, ça s'arrête parce que les communes ne sont pas d'accord. Parce que j'entends Laurent, mais moi j'ai vu aussi un projet de 30 mètres, mais moi j'ai vu un projet d'ouverture sur 400 mètres. J'ai pas eu le temps de finir. Ah pardon, pardon. Ah oui. Donc en fait, alors c'est pareil, il y a plusieurs problématiques qui rentrent en ligne de compte par rapport effectivement à cette ouverture. On est sur un littoral qui a cette particularité, c'est d'avoir du galet. Donc le galet, c'est très sympathique, enfin peut-être pas toujours quand on marche dessus, mais ça génère une contrainte effectivement importante, c'est qu'effectivement le transit sédimentaire peut amener effectivement à des accumulations. C'est la contrepartie des épis. Et il faut voir qu'effectivement jusqu'au début des années 90, une des politiques aussi sur notre littoral, ça a été de construire des épis. Et si possible, d'avoir les épis les plus grands, les plus longs, les plus hauts. Mais il bloque les galets. Pour capter le maximum de galets. Alors avec toutes les conséquences que ça aura, effectivement, sur tout le littoral, on en reparlera certainement, enfin vous en reparlerez certainement dans la journée, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que le galet qui est chez moi, c'est tant mieux, mais le galet, il ne va pas chez le voisin. Donc on a une accumulation de galets qui se fait effectivement sur les plages, et on a une problématique effectivement par rapport à la gestion de ce transit de galets. Et donc effectivement, une des problématiques qui a été abordée, c'est de dire le débouché risque d'être colmaté partiellement par ces galets. Or, à l'époque... Le débouché, lequel? Celui de 30 mètres, celui Le 30 mètres. Le 30 mètres. Le 30 mètres. On est toujours à 30 mètres. À l'époque, la perception des choses, c'était de dire, voilà, il faut que le débouché reste libre systématiquement. Vous verrez que dans l'approche technique, actuellement, c'est plus du tout cette approche-là qu'on a. Et qu'on n'est pas à aller creuser. Mais c'est toujours pareil, c'est une vision, effectivement, c'était une vision de l'époque, c'était de dire, voilà, j'ai une section qui est libérée et qui ne doit pas, effectivement, être encombrée par le galet. On s'est aperçu qu'effectivement, on avait deux solutions. Soit, effectivement, on dégageait régulièrement le galet avec des charges de fonctionnement qui étaient conséquentes, soit on construisait deux grands épis, de part et d'autre du débouché, ce qui a déjà suscité des blocages, parce que quand je parle de grands épis, pour ceux qui viendront demain sur le terrain, vous verrez ce qu'est un grand épi. Donc visuellement, effectivement, quand vous avez deux grands épis séparés de 30 mètres, je peux vous assurer qu'en termes d'attractivité touristique, on a fait mieux. On a fait mieux. Et puis donc, ça coûte peut-être un petit peu cher aussi. Oui. Et ça coûte effectivement un petit peu cher. Donc, une des alternatives qui a été mise sur la table, c'est de dire, ben voilà, pourquoi se limiter à 30 mètres? Et là, on commence à acheminer sur quelque chose qui est beaucoup plus, qui pour certains sera plus ambitieux, pour d'autres sera peut-être plus irrecevable, qui est de dire, voilà, au lieu de se limiter à 30 mètres, on élargit, on ouvre. En fait, on ouvre à 300 mètres, de l'ordre de 300 mètres. Parce on efface pratiquement la digue. On efface quasiment la digue. C'est-à-dire qu'on revient à une situation qui n'est plus une configuration aménagée de ce qui existe, mais on fait table rase de ce qui existe
et on va sur sur configuration qui était celle du XVIIIe siècle, voilà. Et là, Monsieur Bloch vous dit, vous êtes gentil, mais derrière la digue, il y a mon camping. Derrière la digue, il y a mon camping qui représente, il nous l'a dit, un tiers du budget de ma commune. Il n'y a pas que M. Bloch, hein, je ne voudrais pas juste l'incriminer, mais il y a une levée de bouclier, effectivement, sur le territoire, en disant, oula, là, ils s'emballent un petit peu. Oui. Ils vont peut-être un petit peu loin, nos techniciens. Si tu permets, Laurent. Oui. Il y avait le camping, bien sûr. Je vous ai expliqué, quand on s'endette sur 20 ou 25 ans sur un camping. On ne s'endette pas pour 8 jours. Hein. Donc, premier point. Deuxième point, on crée, et là, moi, je ne voulais pas ni le maire de Sainte-Marguerite de l'époque, on faisait, excusez-moi, mesdames, 2 cul-de-sac. Et ça veut dire que comme Veul était plus attractif, on allait de Dieppe à Veul et on passait plus à Quiberon, ni Sainte-Marguerite, ni Varangeville. Routier. Et donc nous c'était fini. Il faut préciser peut-être que entre le camping et la digue, il y a la route littorale. Ben voilà. Quand vous dites 2 cul-de-sac, c'est qu'on coupe la route, on passe plus. Et donc on voit d'autres endroits, je ne vais pas les citer, mais qui ont des obligations d'aller vers la commune littorale, on y va moins. Donc nous on avait une route littorale qui était passagère et il fallait sur le point. Donc on était... Donc on est en 2008 et on dit ce projet, ça ne va pas le faire, il faut encore réfléchir, on va essayer de faire autre chose. J'aimerais que Régis Lemarie et Delphine Giacono nous rejoignent, puisque là, on passe dans une autre période. Donc on est là avec les acteurs qui sont là, les élus, le syndicat de bassin versant. Il faut rappeler quand même, parce qu'on est... c'est public, il faut le dire, beaucoup d'argent d'études. Hein. Moi qui vois tout ça, des études payées par le ministère de l'Environnement à 100%, en disant on y va, hein, les 400 mètres et les 300 mètres là. On y va. Donc moi je dis, je freine des 4 pattes, hein, avec mon conseil municipal de l'époque, hein, parce qu'il a fallu aussi, bon, on va y revenir tout à l'heure. Et donc, beaucoup d'études. On est allé à Grenoble, on a vu des simulations, on a vu tout. Hein, il y a tout un travail technique qui a été mené. Alors, on pourra quand même... Je suis toujours très vigilant parce que le beaucoup d'études me gêne toujours. Parce qu'en tant que technicien, à partir du moment où on part sur des projets qui sont novateurs, de toute façon, il faut effectivement qu'on sache un peu où on va. Qu'on cerne les incertitudes, etc. Et ça nécessite forcément beaucoup d'études, ça nécessite un travail préparatoire, parce qu'il y a énormément de questions qui, effectivement, s'appliquent. Donc, toutes ces études, effectivement, qui ont été produites, n'ont pas été mis à la poubelle. Ils vont être pour partie réinsérés, effectivement, elles vont alimenter la suite de la réflexion. Et a fortiori, elles alimentent encore les réflexions qu'on mène pour, effectivement, formaliser, finaliser le dossier. Mais il faut bien avoir à l'esprit un élément essentiel, c'est qu'on part d'une feuille blanche par rapport à ce projet. Donc il faut quand même un peu aller chercher... Il faut aller chercher les idées, il faut alimenter, il faut avoir des chiffres en face, il faut avoir des éléments d'analyse. Alors, donc 2008, c'est fini. Il n'y a plus ce projet-là, il est rejeté assez vigoureusement par un peu l'ensemble du territoire, par les 3 communes. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là, on se tourne vers l'agence de l'eau et on dit... il va falloir quand même imaginer autre chose, c'est ça, Delphine Giacono? Alors, je ne sais pas si on peut dire on se tourne vers l'agence de l'eau, mais effectivement, beaucoup d'études, de l'argent public investi, et un problème qui existe toujours. Et Laurent en parlait tout à l'heure, une thématique, restauration des continuités écologiques, de la biodiversité et des milieux naturels, qui, elle, est de plus en plus prégnante. Il y a tout le contexte réglementaire et de planification qui pousse à améliorer la situation sur ce thème-là aussi. Et avec la réflexion de 2008 réglementaires qui s'imposent de plus en plus fortement. Le cadre de réflexion de 2008 n'est plus celui de 1995-2000. On ne se limite plus à une gestion hydraulique. Disons que la thématique hydraulique est évidemment toujours prégnante, mais maintenant, il est indispensable de s'intéresser aussi à la restauration des fonctionnalités de la basse vallée. Et ce qu'apprend l'expérience des années précédentes aussi, c'est que de toute façon, faire des études et travailler sur une solution technique, ça ne suffit pas, puisqu'il faut effectivement que le territoire adhère à la... et il puisse permettre la mise en œuvre de la solution. Donc, et là on se dit qu'est-ce qu'on fait et voilà, c'est un peu ça. Là, on en est là. On sait quand même où est-ce qu'il faudrait aller. On sait où on ne peut pas aller, ça on a compris. On pourrait faire techniquement.
Mais aujourd'hui, on ne peut pas passer le cap de se mettre à y travailler de manière opérationnelle. Et là, on se dit, oh, mais le conservatoire du littoral passe par là. J'imagine que c'est un tout petit peu plus subtil que ça, mais comment ça se passe là? Il y a eu plusieurs sujets. Par rapport à ce que vient de dire Delphine, il y a notamment une réflexion qui est déjà ancienne entre le conservatoire du littoral et l'agence de l'eau. C'est un travail de fond qui est sur la protection des zones humides littorales ou rétro-littorales. Et à partir de là, le sujet qui est porté par l'agence, mais aussi pris par le conservatoire, c'est comment on y travaille. Donc il y a tout le travail, effectivement, stratégie, intervention, zone humide, etc. Et on est à une période où, avec l'aide à l'époque des 2 régions, Haute et Basse-Normandie, on lance aussi une démarche de réflexion sur les questions du changement climatique. C'était un des premiers projets Interreg franco-anglais déjà, qui s'appelait LICO, Littoraux et Changements Côtiers. Et là, c'était plutôt, je vais dire, un travail par imprégnation, c'est-à-dire comment on travaille sur 5 sites à l'époque en Normandie, différentes formes de littoraux, l'estuaire de l'Orne, les Havres du Cotentin, etc. etc. Et la base et pareil côté britannique, j'imagine. Alors, il y avait moins de sites, il y en avait 3 ou 4. Et l'idée, même si ça peut nous déranger, ils avaient quand même un peu plus d'avance sur nous. On y reviendra après, parce que du coup, je pense qu'on les a bien rattrapés. Là n'est pas le sujet. Mais, il y a 10 jours, on s'est un peu rattrapé. Oui, et dans la démarche de l'ICO, c'était pas affiché comme étant opérationnel, c'était plutôt retracer, un peu comme ça a été fait à l'instant, le temps très long de l'histoire. C'est-à-dire que bien souvent, on nous disait à l'époque, et on nous dit encore aujourd'hui, mais c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Notre trait de côte, il bouge pas. Là, on a fait appel à des historiens sur l'ensemble des sites. Et nous, on a retracé l'histoire sur le plus lointain qu'on pouvait. Et avec des cartes anciennes, Et on a vu avec Henri Agniel avec aussi des cartes postales. Voilà, on a retracé l'histoire sur le temps long. Et là, quelque part, les gens nous ont dit, mais en fait, vous connaissez aussi bien le territoire. Et potentiellement, on a tracé la suite, c'est-à-dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, je dirais presque tous les verrous, qu'ils soient sociaux, politiques, physiques ou administratifs pour certains dans les mises en place d'obligations réglementaires. Et l'ICO n'a pas défini des scénarios, mais on s'est se projeter à 2 échéances à l'époque, parce que le programme s'arrêtait en 2014. On mettait 10 ans plus loin. Qu'est-ce qu'on fait dans les 10 prochaines années? Là, ça parle à tout le monde. Il y en avait plusieurs scénarios. Voilà, c'était un PLU, c'est un document du conservatoire. C'est potentiellement, et Jean-François Bloch l'incarne parfaitement, 2 mandats. Donc ça parle aussi aux élus. Et puis l'échéance de 2025 et 2050. Et 2050, c'était une échéance qui nous paraissait assez plausible en termes de perception des prochaines échéances. Il y avait déjà des rapports assez significatifs sur le changement climatique. Je finis peut-être fine. Et du coup, on était sur comment ça bascule, comment on réfléchit en ayant du coup plusieurs thématiques. Alors si je comprends bien, avec le travail qui a été fait avant, les études coûteuses, techniques, etc., qui ont été faites avant, on a un diagnostic technique, hydraulique, etc. Avec l'ICO, on a une approche historique, sociologique, etc. Enjeux économiques, c'est ça, des enjeux économiques, environnementaux. Parce qu'on fait des inventaires sur la faune, sur la flore, pour partager aussi la connaissance de ce qu'il y a déjà d'intéressant dans cette basse vallée. On crée aussi un poste pour coordonner et animer les différentes thématiques qui C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on apprend du travail de l'ICO, etc., on a les outils pour imaginer ce projet de territoire, c'est ça? On est aux prémices. En fait, on est à ce moment-là aussi. Il y a un point qu'on n'a pas rajouté dans l'ICO, c'est tout le côté des perceptions sociales. C'est-à-dire qu'en fait, on a travaillé aussi avec des sociologues pour nous dire comment le territoire est mûr ou pas mûr, quels sont ses blocages, quelles sont vraiment les attentes du territoire. Pour, du coup, non pas raconter une histoire, mais essayer de cheminer ensemble. C'est ça l'idée qui a émergé progressivement. On a élargi la focale, on a des clés supplémentaires, mais maintenant il faut trouver la manière de les tourner dans les bonnes serrures au bon moment. Et j'insiste quand même, c'est aussi là qu'on a pu créer une animation dédiée au territoire. Mais au territoire au sens propre, et plus seulement une animation thématique sur telle ou telle obligation. Alors le territoire, il faut le redire quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de Quiberville, puisque c'est là que... Mais c'est aussi Sainte-Marguerite, et c'est aussi Longueuil. Je ne sais pas si Isabelle Poulain veut bien nous rejoindre. Et si on élargit le territoire, du coup, c'est ce qu'on dit aussi assez régulièrement, c'est sortir d'une approche uniquement trait de côte, c'est-à-dire qu'on donne de la profondeur au territoire. Et en l'occurrence, pour la basse vallée,
Madame Poulain, revenons un tout petit peu en arrière. Dans le projet qui se termine en 2008, à Longueuil, on n'est pas tellement d'accord non plus. J'imagine que. Non, alors du pour tout d'autres, même. pas pour les mêmes raisons. Là, c'est pas à cause du camping, etc. Pas pour les mêmes raisons. Oui. L'objectif, l'équipe actuelle a été élue en 2014. Mais il y avait une équipe avant aussi qui n'était pas d'accord non plus. Notre objectif, C'était quoi les objections? La protection des personnes et des biens. Ça, c'était essentiel, mais aussi de leurs usages dans la vallée. Et les premières études dont a parlé M. Taupin ne laissaient pas de perspective par rapport à ça, et surtout nous faisaient croire qu'on allait éliminer ces usages. Voilà. Donc ces usages, c'était quoi? Notamment la chasse, la pêche, l'agriculture. Voilà, que ce donc soit à Longueuil, qui est en amont, faut le resituer, en amont qui est à 3,5 km de la Cullerville, mer, on se dit, voilà. mais si la mer remonte, tout ça c'est fini. Tout ça, c'est fini. D'accord. Tout ça, c'est fini. Alors, sauf un peu sur les coteaux, mais quand même, tout ce qui était dans la vallée disparaissait. Et puis aussi, il y avait une autre problématique. On a beaucoup travaillé, nous, dès notre élection avec le Conservatoire du Littoral, c'est sur le périmètre. Le périmètre qui avait été défini. Très vite, des habitants sont venus. Alors, nous le voir. périmètre, c'est le périmètre d'intervention. Le secteur d'intervention du conservatoire dans la vallée. Conservatoire. D'accord. Un de nos habitants très vite est venu nous voir en disant: je veux vendre ma propriété et je ne peux pas. Une partie de ma propriété ne peut pas être vendue à cause du périmètre. Donc nous à Longueuil, Donc là, on est dans dans ce périmètre d'intervention en fait, du Conservatoire du Littoral défini dans l'optique d'un projet qui n'est plus d'actualité, c'est ça? Alors, c'est vrai que, entre guillemets, c'est un peu techno, mais le périmètre du conservatoire, c'est-à-dire le secteur où on est autorisé à intervenir avec l'accord des communes et des conseils municipaux, l'ancien périmètre, qu'il a changé dans le temps, justement, après les négociations, après les échanges, incluait des jardins, des maisons. Enfin voilà, il y a eu une incompréhension qui a été perçue à Longueuil. Et donc, dans l'esprit, justement, de voir qu'on était plutôt à travailler sur les questions des écosystèmes et d'usage, comme ça vient d'être dit, on a fait un toilettage, ça va être très clair, c'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui pouvait être bâti, dire à caractère d'usage d'habitation. Et du coup, la réflexion qu'a portée avec le conseil municipal, c'est aussi, comme le disait Delphine, tous les enjeux écosystémiques, tous les enjeux les données environnementales, les paysages, etc., ont été largement élargis. Et je pense que le périmètre sur Longueuil a été au total doublé, mais on a enlevé tout ce qui pouvait être porté à confusion. Voilà. Voilà. C'est l'idée de la démarche. Donc on est... Notre premier nouvellement élu, c'est vrai que le conseil s'est complètement arc-bouté. Vous vous souvenez, vraiment. C'est ça. Donc quand on est dans ces années où on écrit le projet de territoire, les conseils municipaux regardent ça avec un peu de recul ou de méfiance, c'est ça? Je crois que c'est ce qui frayait les populations, c'est le mot réstructuration. Faut être clair, tout le monde se disait ça va aller jusqu'où? Et c'est ça, sur les 3 communes, moi j'entendais ça. Qu'est-ce qui va se passer si on ouvre pareillement et après, donc, on a changé le terme. Donc, le terme a changé, le périmètre, c'est important. On a retravaillé ensemble très vite. Et après, tout s'est calmé. À Longueuil, il y avait une association de défense des propriétaires qui s'était montée à la même époque, avant 2014, qui était vraiment très remontée, les habitants. Ce qui fait que nous, en 2014, on arrive et on découvre. Et donc, avec ce qu'on a appris, les études techniques, le projet LICO, etc., on écrit ce nouveau projet de territoire. Il faut peut-être le décrire à ce stade. On se dit qu'on va faire quoi? Donc le diagnostic, il est posé, il est partagé. On capitalise sur, ça vient d'être dit, les études qui ont été portées par le syndicat de bassin versant. Donc là, il y a une forme de continuité. On capitalise beaucoup sur toutes ces études, sur le volet, je dirais, risque, hydraulique, etc. On rajoute un volet économique. Il nous semblait important de justement faire en sorte que le territoire comprenne qu'il allait quelque part muter ou de force, si une fermeture administrative par exemple, ou choisie. Et on rajoute tout le volet
qui était, je veux dire, au sens large, cadre de vie, usage, aménité, pour qu'on ait les risques, l'économie, mais aussi la biodiversité. Ce sont les 3 éléments qui sont constitutifs du projet dans la phase d'écriture et sur lesquels, après, on n'a pas trop changé. Et à partir de là, il y a effectivement eu un travail sur le foncier, on va y venir, mais surtout, Delphine l'a dit, à la demande à l'époque de l'Agence de l'eau et de la région de Normandie, la volonté qu'il y ait une animation, mais qui soit au profit du territoire, et pas uniquement au profit, je dirais, des actions qu'on porte le conservatoire et l'agence. Et ça a pu, on a des collègues dans la salle, voilà, on est sorti un peu de nos périmètres, on est sorti un peu des sujets classiques pour aller appréhender des sujets plus complexes, où peut-être on a moins de légitimité, mais du coup, on fait le lien avec le territoire. Et parfois, on nous disait, mais avec votre foncier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Oui, mais le foncier, c'est pas pour faire ce qu'on veut, c'est pour faire ce qu'on veut avec le territoire. C'est-à-dire, c'est pas unilatéral. Mais concrètement, donc on se dit, voilà, pour répondre aux différents enjeux qu'on a listés, donc d'abord l'enjeu hydraulique, puis l'enjeu écologique, l'enjeu économique, etc. Donc on décide de connecter différemment la rivière à la mer, c'est ça? D'abord, on travaille avec potentiellement les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire que le conservateur ne va pas faire le projet. Ouais. Donc on se rapproche, on est toujours en lien avec le syndicat de bassin-versant sur les enjeux hydrauliques. Oui. On travaille avec l'agence de l'eau sur les enjeux écosystémiques, on travaille avec la commune de Quiberville sur le volet économique, on travaille aussi à l'époque, ça émerge dans le diagnostic, on ne le dit pas, mais dans le diagnostic, il y avait quand même un gros problème d'assainissement qui venait de l'amont. Donc réfléchir uniquement sur l'aval, on voulait travailler sur les écosystèmes, les qualités des eaux de baignade, alors que l'amont, on avait un assainissement qui était déplorable. Ça pouvait paraître bizarre de parler de l'assainissement au XXe siècle, au début du XXIe, mais non, c'est un vrai sujet. Et donc on construit ce projet global avec 3 chantiers et 3 maîtres d'ouvrage. Alors il faut peut-être les décrire. Alors, parce que j'allais dire 2015, oui. On a une étude qui nous a montré qu'on avait un problème sur la qualité des eaux de baignade. Donc, comme oui, c'est ça. On a beaucoup insisté depuis le début sur l'enjeu touristique et d'attraction du territoire, au-delà des équipements existants, c'est la capacité du territoire à continuer à accueillir aussi ce tourisme balnéaire. Donc, comme dit Régis, c'est en fait vraiment on a élargi les thématiques, mais tout se concentre sur le fait qu'on peut agir à l'échelle des 3 communes et aujourd'hui peut-être même un peu au-delà, pour régler les différents problèmes. Donc les maîtres d'ouvrage, c'est les maîtres d'ouvrage compétents sur les thématiques qu'on a identifiées. Donc l'assainissement. La gestion de l'assainissement, la gestion des milieux aquatiques et des inondations, puisque parallèlement à tout ça, on a aussi la structuration des maîtrises d'ouvrage qui évoluent pour justement s'adapter à... Ça, c'est un point essentiel qu'il faut avoir. Je pense que dans la frise chrono... il y a des sauts. Ah bah oui. Il y a des éléments, non, mais il y a des éléments qu'il faut intégrer pour comprendre. On rentre dans une époque, à partir de 2013-2014, on rentre dans une époque, effectivement, on va avoir le champ administratif, le champ législatif qui va être complètement remanié, loi NOTRe, loi MATAM, etc., qui va effectivement redéfinir les compétences des intercommunalités, les compétences des syndicats mixtes, puisque le syndicat de bassin versant au départ, il a été créé, son statut à l'initial, c'est lutte contre les inondations. À partir de 2019, son statut, c'est la GEMAPI, c'est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Et donc, ça élargit le spectre d'intervention de notre collectivité par rapport, effectivement, à cette problématique de la basse vallée de la Saône. Et là, effectivement, le repositionnement, il est différent. Donc, c'est aussi des éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une trajectoire qui est donnée en termes d'évolution du projet, mais en parallèle, effectivement, il y a d'autres trajectoires. Il y a une trajectoire administrative qui va, effectivement, conforter, ou pas, mais dans le cas de figure qui nous concerne, ça va conforter, effectivement, les maîtrises d'ouvrage. Et ça va nous permettre, effectivement, derrière, de co-construire ensemble le projet qu'on connaît actuellement. Alors justement, le projet qu'on connaît actuellement, il faut peut-être quand même le décrire concrètement. Donc, on a parlé de 3 maîtres d'ouvrage. Le premier, donc, le premier chantier, c'est, enfin, pas forcément chronologiquement, mais celui auquel on veut aboutir, c'est d'améliorer la qualité des eaux, oui, des écosystèmes, et l'écoulement à la mer, et de résoudre cette question d'écoulement, parce que depuis le début, on a quand même un problème de robinet. Il faut quand même bien que ça s'écoule. Donc pour ça, on décide de donner de l'espace à la rivière pour qu'elle puisse, en période... En fait, c'est pas ça. Quelque part, le point de... Sans faire de jeu de mots, le point de blocage, on sait que c'est l'exutoire. C'est ça. C'est que l'exutoire, ça colle pas.
Ça a été démontré, Laurent l'a rappelé, c'est comme une baignoire où la bonde est trop petite. C'est ça. Donc il faut élargir la bonde. Donc il faut élargir. Et donc le problème, quelque part, on le sait aujourd'hui, c'était l'emplacement du camping, un risque de fermeture, etc. Donc un travail qui a été mené avec la commune. Donc premier chantier, on va déplacer le camping. Potentiellement réflexion sur le foncier. Oui, parce que, si je peux me permettre, il faut se dire que, Régis, il faut préciser les choses. C'est que au tout début, on parlait plutôt, excusez-moi, écologie. Hein, on était sur. Et nous, l'économie, on disait le camping, c'est. Et à chaque fois, nous, on redisait économiquement, et tu l'as bien dit, il y a eu ce volet économique qui a été pris en compte, et c'est important parce qu'on venait d'investir, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on n'allait pas se dire, bah, écoutez, on met une croix sur le. Comme ça. Donc c'est là-dessus qu'on a changé vraiment, on a échangé et permis de construire ce projet territorial. C'est important. Alors donc, on dit, on va tenir compte de cet enjeu économique et pour pouvoir débloquer un peu la situation, on va trouver les moyens de relocaliser ce camping. Donc il est juste derrière la digue, on va l'implanter plus loin, plus haut, avec une offre différente. C'est plus un camping pied dans l'eau, qu'on le veuille ou pas. Ça va être un camping avec une vue sur la mer, la vallée, etc. Parce qu'il va être en hauteur et ça va être une offre plus qualitative, correspondant plus aux attentes des touristes du XXIe siècle, on va dire. Oui, mais à ce moment-là, on se pose deux questions se posent. Est-ce qu'on a de la réserve foncière? Et si on n'en a pas, comment on fait des acquisitions? D'où le travail sur le foncier. Voilà. Alors, on y reviendra tout à l'heure. On sera plus précis tout à l'heure sur ce sujet-là. On va avancer un petit peu. Donc c'est la première brique et ça veut dire qu'on se retrouve avec une basse vallée et une embouchure où on peut réfléchir de manière plus libre, entre guillemets, puisqu'on n'a plus cet usage situé juste derrière la digue, qu'on a aussi tout le travail fait en parallèle sur la notion d'adaptation au changement climatique, sur une vision un peu différente des ouvrages de protection. Donc le deuxième thème, effectivement, c'est reconnecter à la fois la Sanne à la mer, voire la basse vallée à la mer, c'est aussi comme ça qu'on commence à parler. Reconnecter aussi la Sanne à sa vallée, parce qu'on se concentre beaucoup sur l'embouchure, mais il y a aussi des merlons en berge. Enfin voilà, il y a tout un fonctionnement de la basse vallée à restaurer pour améliorer toujours le fonctionnement hydraulique, mais aussi la fonctionnalité des milieux. Et là, c'est le GEMAPien, comme on dit, qui est en compétence. Et puis, il y a la thématique de la qualité des eaux du fleuve et qualité des eaux de baignade, où là, c'est plus une approche assainissement, traitement des eaux usées, et où, alors il faut le dire aussi, on a en parallèle la maîtrise d'ouvrage qui là aussi évolue et se structure et commence à couvrir un territoire plus important, et où là aussi la réflexion elle dézoome et elle se dit mais plutôt que de travailler petite station par petite station, peut-être qu'on peut résoudre le problème de manière plus globale, et on a la communauté de communes Terroir de Caux qui va pouvoir effectivement prendre en charge la thématique assainissement. Donc on a 3 chantiers, la connexion, le chantier, le camping et l'assainissement avec la construction d'une station de d'épuration à Longueuil. À savoir que Longueuil n'avait pas d'assainissement collectif. C'était le seul village qui n'en avait pas. Qui, à peu près les 3/4, je vous dis à la louche, des maisons n'étaient pas conformes. Et on savait très bien que le rejet à la Sanne, en fait, il valait mieux pas aller se baigner dans la Sanne. Et à l'embouchure, voilà, on a la même chose arrivée sur le littoral. Donc c'était essentiel aussi, et ça faisait 50 ans qu'on parlait d'assainissement à Longueuil. Alors, on a donc ce projet avec ces trois composantes, voilà. Et là, on se dit, ça va coûter un petit peu d'argent. Comment on va payer tout ça? Donc, on met bout à bout, je vais vite, mais je caricature un peu, mais les budgets des communes, du département, de la région, évidemment. On se dit, tout ça, ça fait beaucoup d'argent, mais pas assez. Et là-dessus, divine surprise, on a failli arrêter le projet. Venu de Grande-Bretagne. Oui. Non, on a failli, par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-Jacques, on a fait les plans de financement avec chacun des maîtres d'ouvrage, de voir comment c'était possible. Et j'ai dit tout à l'heure, si on veut faire tout le projet, il fallait que le camping parte.
Et Jean-François Bloch dit, mais 50% de subvention, vous êtes charmant, enfin, je vais pas, ça ne va pas faire l'affaire. Mais ça ne va pas suffire. Voilà. Et donc, 2017, on a failli Tout arrêter. officiellement dire, il n'y a pas l'argent. Excusez-moi, dans un montage purement franco-français, on ne sait pas faire. C'est ça. Moi, Et donc là, là, tu reçois un coup de fil. Et là, comme on avait travaillé, ça a été dit tout à l'heure, avec Sur l'ICO. avec Environment Agency et à l'époque National Trust, c'était aussi intéressant parce que du coup, l'approche britannique était assez intéressante. Et là, Mike m'appelle, il me dit, Régis, bon, on a voté le Brexit, hein, on n'en parle pas, mais il y a quand même, l'Europe a attribué sur la façade France-Manche-Angleterre beaucoup d'argent. Je le dis avec mes mots, chers amis, on n'est plus crédible pour monter des projets franco-anglais ou avec des partenaires. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas des grosses opérations à monter? J'ai dit si. Et donc Mike est venu à un comité de pilotage et témoigner devant tous les élus et les partenaires maîtres d'ouvrage en disant on a cette opportunité. Et en 3 mois, à l'époque, Julie Favrel, on a travaillé avec l'agence avec les maîtres d'ouvrage, des montages, et on a fait de l'ingénierie financière. Parfois, il y a des gens qui nous disent mais ça a été fait un peu de manière triviale. Non, ça a été vraiment travaillé avec, du coup, la volonté de mettre l'argent là où il n'y en avait pas assez, et clairement sur le camping, et clairement sur l'assainissement, parce qu'on savait après que potentiellement, sur les milieux aquatiques, le budget et les programmes de l'Agence de l'eau pouvaient y contribuer. Alors, on monte un premier dossier. Alors, on fait toutes les études, etc. On monte un premier dossier et ça ne marche pas. Oui, parce que du coup, on l'a fait peut-être un peu vite. Et David, qui connaît ces montages, sait parfois qu'on avait quelques scories dans le dossier. Donc, deuxième candidature, et là, on a été pris. C'est ça. Donc, on dit, on va quand même continuer. On fait un nouveau dossier. Là, ça marche. Donc, les financements européens sont garantis. Et là, on peut y aller et on peut démarrer les premiers travaux, etc., etc. Sauf que c'est jamais si simple. On est en 2019. Dossier obtenu 3 jours avant le Brexit officiel. Voilà. Hein. C'est ça. C'est surtout ça qu'il faut. Il faut regarder la date 28 janvier 2020. Et là, il faut applaudir nos amis qui, le 31, nous disent bon, on se range à l'idée. Hein. Et qui nous disent on vient avec vous. C'est ça. Mais heureusement 28 qu'on janvier, les a eu, sinon on ne serait pas là. Non, 28 janvier, c'est la signature. Il y a une erreur. C'est 31 janvier. Voilà. Donc, il fallait qu'ils viennent à nous rapidement. Donc, à 3 jours près, ce projet dont on parle aujourd'hui a failli s'arrêter, ne pas voir le jour. Mais quand même, ce qui est intéressant, vas-y. Mais on est en 2020 et en 2020, il se passe quelques bricoles. L'histoire n'est pas finie. Et alors que le projet est validé, qu'on a l'argent, on sait qu'on va pouvoir le financer, et arrive un pépin. 3 mois après le début du projet, on n'avait pas encore eu le temps de travailler. Enfin, on faisait déjà les visios avec les Anglais. Voilà, on s'en rappelle tous. C'était déjà un peu loin, mais on a tous été confinés et tous les travaux, toutes les études, ont été menés, ont été arrêtés. Voilà. Sachant qu'une des caractéristiques, si je ne dis pas de bêtises, des projets européens, c'est qu'il y avait un délai. C'est qu'il y a un délai de rigueur. Oui, qui est la semaine prochaine, qui est le 31 mars 2023. Et c'était intangible parce que du coup, il y avait le Brexit et l'Union européenne a dit la date est intangible. D'accord. Donc si les travaux n'étaient pas achevés au 31 mars 2023, il fallait rendre l'argent. Il fallait rendre l'argent. Ouais. C'est ça. Or, on commence à attraper la pandémie, le Covid, tout qui s'arrête, les chantiers qui s'arrêtent. Ensuite, la relance économique post-Covid. Donc sur les matières premières. Enfin, je pourrais laisser plutôt parler les maîtres d'ouvrage. Matières premières qui augmentent très fortement. Ensuite, toutes les questions, on va passer les étapes, mais obligation de respecter les délais. Donc on a expliqué, là c'est le travail au quotidien qu'a fait Camille, faire l'interface avec les Anglais. On est allé témoigner par visio aussi devant l'Interreg en disant qu'on suivait très, 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 très régulièrement les chantiers et on tiendra au courant des retards. Et on a demandé, notamment pour le camping, mais aussi côté britannique, 3 mois supplémentaires qui ont été obtenus. Et c'est pour ça que le chantier, au lieu de s'arrêter la semaine prochaine, peut se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin pour Quiberville. Et donc,
on a l'argent, on démarre les chantiers, etc. Ça ne veut pas dire que l'histoire s'arrête, parce qu'il faut continuer à travailler avec les acteurs du territoire, avec les citoyens, avec les différentes parties prenantes. Je voudrais que M. Vasseur nous rejoigne, si vous voulez bien, pour porter un peu le témoignage des citoyens du territoire. Bonjour, vous êtes un des Quibervillais, c'est ça qu'on est, voilà. Vous êtes Quibervillais. Et alors, vous êtes propriétaire d'un terrain sur le cours de la Sanne. Comment vous voyez arriver ce projet, cette reconfiguration, etc. Comment vous voyez arriver ça, vous? Allez-y. Donc, pour me situer, donc, je suis Quibervillais, né dans la cuisine au village, un fils de paysan et de marin, vraiment un Quibervillais. Effectivement, quand ce projet-là a vu le jour, on est toujours inquiet qu'il se passe des choses nouvelles. Comme rappelait Isabelle Poulain de Longueuil, au début, les anciennes directions, les anciens responsables, c'est comme ça, ça a avancé, il faut bien démarrer par quelque chose. Le problème, c'est que... Il faut que vous passiez en micro. Voilà. Le problème, c'est que, en tant que villageois, dès qu'il se passe des choses extérieures, on est inquiet. Le problème, c'était qu'il y a eu un manque de concertation. Les élus, effectivement, ils sont là pour réfléchir à notre place, ils le font bien, ils évoluent, ça se modifie. On était inquiet. Moi, je suis acteur local, j'ai des intérêts privés, mais je suis médecin et j'ai été médecin de famille dans mon village. Je connais bien les gens et ils s'inquiétaient. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va nous faire? Alors, on a modifié le terme estuarisation. Je pense que le terme était bon. Pas forcément mauvais. Mais bon, il faut expliquer aux gens. Et puis, on est un peu, nous, en Normandie, même moi le premier, on m'explique. Mais alors, cette inquiétude, comment est-ce qu'on la dépasse? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette inquiétude qu'on a vue, on a vu que le premier projet a été bloqué, etc. Comment est-ce qu'on a dépassé cette inquiétude? Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'elle est apaisée? Oui, moi je suis apaisé, j'entends les gens parler aussi. Le projet peut évoluer, j'ai pu, moi, à titre personnel, être apaisé parce que je ne suis pas là pour préparer l'élection, j'ai aucun intérêt politique, aucune chose comme ça. Vous êtes rassuré? Le Conservatoire du Littoral, par le biais de M. Lemarie, a dit on ne va pas oublier les acteurs locaux, on va leur en parler, on va voir un peu comment on peut faire. C'est une question d'individu. Ça aurait pu se faire avant. Lors de l'ancien projet, on nous a dit vous n'y connaissez pas grand-chose, ça va se faire, on va vous pousser, et puis voilà comment je ressentais les choses. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu du dialogue, on s'est rencontrés sur le terrain, les relations au niveau de notre commune. Monsieur le maire Jean-François Bloch, on a eu des relations quelquefois un peu tendues, des frictions, mais jamais de grandes fâcheries. Et puis tout ça, ça évolue, personne ne se bloque, et puis ça avance. Donc aujourd'hui, je sens quelque chose d'apaisé. Et vous êtes un des soutiens du projet. Enfin, vous diriez que la population adhère ou soutient, moi, ou à tout le moins adhère au projet. Je rencontre beaucoup de gens de local, les gens adhèrent. Ils ont peut-être besoin encore un petit peu plus d'informations, qu'on leur explique bien un peu ce qui va se passer. Il y a des gens qui pensent encore qu'on va voir des bateaux monter jusqu'au ville de la rivière, mais ça ne va pas être le cas. Et c'est pas vrai? Ça va pas être le cas? Des barques plates peut-être. Mais rien de plus, oui. Pas des navires de guerre anglais. On est rassurés. Isabelle Poulain, qui représente la mairie de Longueuil. Les gens de Longueuil étaient inquiets. Nos territoires, mon jardin, ma propriété, comment je vais faire, mon petit truc. Moi, pareil, à Quiberville, j'ai la chance d'avoir un marais que j'ai aménagé au niveau environnemental et pour la chasse et la pêche, parce que je suis chasseur et pêcheur. On était inquiets. Mais les projets du conservatoire et les organismes qui sont autour, on n'a pas été mis à l'écart et ces activités-là vont rester modifiées. Moi, j'ai un marais, une partie de mon marais, comme un dernier des Mohicans, que je ne voulais pas céder. Et puis finalement, ça s'est fait. Je ne suis pas sorti par la petite porte. J'ai fait une sortie honorable. Ça me permet naturellement, mes intérêts privés ont été servis. C'est resté raisonnable. Je suis sorti sans avoir l'impression d'être lésé. En plus, on me réintègre. Je ne suis pas grand-chose dans ce projet, mais on me fait participer
ah ben, ma foi, je suis content. Je pense qu'il y a d'autres gens du coin qui pourraient aussi être intéressés par ça et qu'on leur dise, bah, écoutez, ça s'est fait quand même avec vous. Naturellement, nos élus sont là pour nous représenter et faire ce qu'il faut. Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais à un moment donné, si on veut faire un projet, ça ne se fait pas sans les hommes, sans les gens de terrain, et on n'est pas obligé de les pousser. Là, ce n'est pas le cas, c'est mon impression. Et Merci. ça avance bien, et parce que c'est un grand projet. Merci pour ce témoignage. Merci d'avoir apporté cette parole. On va peut-être se projeter maintenant sur ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui, puisque le projet PACO arrive à son terme, mais tout n'est pas terminé. Les chantiers sont en cours, le nouveau camping est en cours, la station d'épuration a été livrée et elle fonctionne. Donc le chantier du camping est en cours. Quand le camping actuel ou ancien, je ne sais pas comment il faut dire à ce stade, sera déplacé, enfin sera effacé, on pourra engager la troisième phase qui va être celle de la connexion, de la nouvelle connexion. Mais alors, on a fait un teasing depuis le début, parce qu'on a dit, pour l'instant, ça fait 1,75 sur 1,75. Puis on a dit, on va faire 30 mètres. Puis on a dit qu'on va faire 300 mètres, etc. Et alors, finalement, résultat des courses, on va faire quoi? Écoutez, je ne sais pas. Ah bah d'accord. Bon, eh bien merci, c'est la fin de cette journée. Merci. Alors, effectivement, il y a le principe effectivement d'aménagement qui a été retenu, qui reste à affiner. Il y a encore quelques points de détail, effectivement, enfin quelques éléments techniques à prendre en compte. Le principe, c'est de créer effectivement un pont, un ouvrage d'art qui fera effectivement, qui aura une géométrie de 10 mètres de long sur 5 mètres de haut. Donc on est revenu à une situation, en fait, une configuration qui est un peu un mix entre ce qui avait pu être évoqué précédemment. Donc on reste bien sur le principe effectivement de garder la digue-route, de faire en fait une ouverture dans cette digue-route pour permettre améliorer bien évidemment l'évacuation en période de crue, permettre l'intrusion marine, puisque là on va être effectivement sur une intrusion marine qu'on veut effectivement contrôler, dans le sens où effectivement quand vous avez une section qui est maîtrisée, vous savez à peu près les flux entrant et sortant, donc vous avez quand même une certaine maîtrise. On le sait parce qu'on a fait quelques études qui ont coûté très cher, c'est ça? On est encore en train de faire quelques études qui se finalisent là, puisque justement on veut s'assurer de ne pas aller dans trop d'incertitudes. Le tracé du limineur, effectivement, le tracé de la Sanne va être modifié sur la partie la plus aval, puisqu'on va retrouver effectivement une configuration qui se veut plus proche d'un fonctionnement naturel. Donc on va effectivement, et le fait que le conservatoire, au travers de ses acquisitions foncières, nous permette effectivement de disposer d'emprises foncières plus importantes, alors nous a amené à retravailler le projet. Parce que voilà, donc en fait... Donc c'est un projet qui est en cours de réalisation, mais qui... Alors c'est un projet qui est très itératif, dans le sens où il tient compte effectivement des dernières... Mais comme la Sanne, il évolue. Voilà. On va avoir un fonctionnement en fait qui va se rapprocher d'un fonctionnement estuarien, hein. Il faut effectivement utiliser le terme à bon escient, avec effectivement le principe d'avoir un cours d'eau qui sera proche de la configuration qu'on connaît actuellement, en optimisant effectivement le fonctionnement de ce qu'on appelle les annexes hydrauliques, de tous les fossés, de tous les filandres qu'on connaît, des anciens bras, etc., pour retrouver un milieu qui soit très diversifié, puisqu'on va avoir des zones de vasières, des zones de présalé, qui soient favorables effectivement à l'accueil de populations, d'une biodiversité qui sera différente de celle qu'on connaît actuellement. Voilà, on va effectivement avoir un remplacement, une substitution, une évolution sur la partie la plus aval, avec des paysages qui vont changer aussi, qui vont fortement évoluer. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est peut-être sur lequel on va être très attentif en termes d'information et de communication. On n'aura plus le paysage qu'on connaît actuellement dans la basse vallée. On va avoir un nouveau paysage, qui est celui d'un paysage d'estuaire. Tout simplement, une évidence, mais qu'il est bon de rappeler, c'est que les arbres et arbustes ne supportent pas le sel. Donc, bien évidemment, on a deux options. Soit on accompagne, c'est-à-dire qu'on anticipe cette salinité des sols, soit on laisse faire et vous allez vous retrouver avec des bosquets d'arbres morts
qui, je ne pense pas, d'un point de vue attractivité touristique, soit extrêmement intéressant. Donc, il y a tout un travail préparatoire, il y a tout un travail d'accompagnement qui va se faire. Donc ça, c'est le projet technique. Il y a tout un aspect, effectivement, et ça, il ne faut pas du tout le négliger parce que ça fait partie d'un ensemble, tout ce qui concerne l'évaluation environnementale, tout le cadre réglementaire, parce que ce n'est pas un projet qu'on porte entre nous. Il s'inscrit effectivement dans une volonté générale, mais aussi dans une configuration réglementaire. Et à partir de là, effectivement, on a toute la partie évaluation environnementale qui est assez conséquente. Il y a toute la partie, effectivement, communication, information qui va, là, maintenant, se renforcer. Alors ça, on en parlera cet après-midi. Parce que voilà, le projet se finalisant, tout du moins les orientations techniques étant se stabilisant dans les prochaines semaines, on va pouvoir revenir, effectivement, localement, de manière ou sur les territoires pour informer, expliquer, donner effectivement des plannings, une information par rapport au devenir effectivement du territoire. Alors on va reparler de tout ça évidemment tout au long de la journée. J'aimerais qu'on a pris un petit peu de retard, j'aimerais qu'on se projette un peu sur les résultats de ce projet. J'aimerais que nous rejoignent, si vous voulez bien, Monsieur Bureau, Monsieur de Conilloux, le maire de Sainte-Marguerite, puisque c'est la commune. Voilà, Monsieur de Conilloux. Olivier Bureau, peut-être Nicolas Le Forestier, si vous voulez bien. Est-ce que je peux me permettre de mettre un petit coup un clin d'œil à mon ami Dominique Vasseur, parce que, vous voyez, dans la vie, on a été élevés dans la même commune tous les deux. Mais en 20 ans, on a tous les deux bien avancé. Et je voulais féliciter, ça se passe dans un hémicycle, donc c'est fort. Mais ça veut dire que les rapprochements, ils auraient peut-être pu se faire avant, mais ils ne se sont pas faits. On va pouvoir expliquer pourquoi. Mais tout ça, c'est important quand même. Hein. À un moment donné, qu'il y ait une prise de conscience à la fois des deux côtés, qu'on ait construit et qu'aujourd'hui, on arrive à un consensus. En tout cas, vous dites la même chose tous les deux. Peut-être François Dehaye, s'il est là. Moi, j'aurais une seule question à vous poser à tous ces messieurs, puisque c'est très masculin, qui viennent de nous rejoindre. D'ici 2025, donc les chantiers seront terminés, le projet sera réalisé. Qu'est-ce qui aura changé, qu'est-ce qui va changer pour on va dire les 30 ans, parce que c'est un aménagement qu'on fait pour 30 ans, 50 ans. À quoi va ressembler la nouvelle Sanne, la nouvelle vallée? Oui, Madame Poulain? Oui, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais en même temps que tout ce projet, nous avions, nous aussi, un projet de renaturation de notre village. Donc, qui s'est construit en même temps que tout le travail fait dans la basse vallée. Et qui est cohérent avec ces enjeux qu'ont évoqué Laurent Topin et David Diacono. D'améliorer notre biodiversité. On avait déjà un marais, nous, à Longueuil, il existe toujours. Nous avions un ancien terrain de football qui n'était plus utilisé. Il est redevenu, on l'a rendu à la nature. Il accueille des ânes d'ailleurs. Et nous avons un deuxième parc aussi pour permettre. Et donc oui, oui, entre autres. Bon. Et un deuxième parc aussi pour que la population puisse se promener, revenir. Et déjà, on voit déjà à Longueuil maintenant énormément de randonneurs. Alors, vous avez, c'est un élément déjà c'est la première réponse à la question que je viens de poser aux autres représentants des territoires. Vous dites, on aura un village comme on le souhaitait, renaturé, qui accueillera des randonneurs, etc. C'est ça qu'on aura gagné à l'issue de ce projet. Peut-être, on a parlé donc de Longueuil et de Quiberville, moins de Sainte-Marguerite. Qu'est-ce qui aura changé pour vous, pour Sainte-Marguerite, dans 15 ans, 20 ans? On va peut-être revenir à 1316, finalement. Ah bah, parce qu'au XIVe c'était pas ma question, siècle, mais si c'est votre réponse. Siècle, oui. Il y avait effectivement le domaine, le fief local, c'était Quiberville, Sainte-Marguerite, Longueuil, tous les Ménides au-dessus de Ville-la-Rivière. C'était cet ensemble-là. C'est peu de temps avant, c'était le port gallo-romain. Enfin, donc, pour le coup, on serait allé en barque jusqu'à Ville-la-Rivière. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est pas tout à fait ça. Mais nous allons redonner. On ne va pas retourner en barque jusqu'à. Non, on ne va pas tout à fait revenir au XIVe siècle, je suis d'accord. Et encore moins
à l'époque gallo-romaine. Mais pour autant, nous allons redonner à la nature sa réalité. Et des habitants, les personnes qui viennent nous voir, l'attractivité locale s'en veut forcément. Nous sommes au cœur d'un espace naturel sensible. Nous sommes au cœur d'une écologie partagée. Effectivement, c'est très important de pouvoir la partager avec les personnes qui viennent sur notre territoire et faire en sorte de la préserver. Je vais te poser la même question à Olivier Bureau. On aura fait tout ça. Pourquoi? Pour quel gain? Pour quel territoire dans les années qui viennent? Alors tout d'abord, j'ai salué tout le monde parce qu'à chaque fois on est né dans le guidon, mais on oublie de saluer un peu toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui. Je pense que quelquefois les interventions sont peut-être un peu longues pour poursuivre, parce que moi je suis assez dynamique et rester assis 2h30 comme ça, j'ai un peu de mal, mais bon, voilà. Remercier toutes les personnes qui sont là. C'est pour ça qu'on vous a proposé de venir. Quel avenir demain? Eh ben, je pense que si on est tous rassemblés et si le projet a rassemblé autant de personnes aujourd'hui, c'est pour déjà au niveau environnemental. Moi, je vais parler de ma compétence et je l'ai encore dit la semaine dernière. Si on est tous réunis aujourd'hui, c'est quand même grâce aussi à un maire qui a su, avec son conseil municipal, oser dire si on déplace pas le camping, si on fait pas tout ça aujourd'hui, on n'est pas là. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça. Moi, en termes de la collectivité pour Terroir de Caux, nous on a pris à bras le corps, c'était par rapport à la compétence, donc c'est une jeune compétence, on l'assume depuis le 1er janvier 2020. On a rassemblé tous nos syndicats d'eau et d'assainissement, alors pas non plus sans mal, attention, ça s'est pas fait comme ça. On a encore quelques problème aujourd'hui, mais voilà, il a fallu qu'on harmonise tout ça et ça n'a pas été une mince affaire. Aujourd'hui, la problématique qu'on avait avec l'agence de l'eau qui avait tiré la sonnette d'alarme, c'est que on avait des rejets importants, comme l'a dit Madame de Longueuil, des rejets importants sur la mer, et donc qui venaient impacter les eaux de baignade, et donc c'était pas normal aujourd'hui de dire on a une station balnéaire, une belle deux stations balnéaires, on a des gens, on a un tourisme important qui vient sur notre territoire, et d'avoir des gens qui sont parfois privés de plage parce qu'on a été obligé de fermer la plage à plusieurs reprises. Donc si je vous entends bien, vous dites ce qu'on aura gagné. Je suis désolé, je vous accélère un peu parce qu'on a pris beaucoup de retard, j'en suis navré. Ah, donc c'est nous qui sommes pénalisés. Oui, j'en suis navré, mais si je vous entends bien, vous dites ce qu'on aura gagné, ce sont des eaux de baignade de bien meilleure qualité pour la population. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça aussi derrière. Il y a la construction d'une belle station d'épuration, alors qui justement tout a été travaillé. C'est que la plupart des stations d'épuration qu'on peut avoir, qui sont ancestrales, on les mettait dans les vallées. Aujourd'hui, elles se retrouvaient inondées avec des débordements, et donc on a travaillé un petit peu tout ça, et du coup, elle est maintenant en hauteur. Donc déjà, elle risque beaucoup moins d'être inondée. On a retravaillé aussi pour une optimisation, une rationalisation, c'est-à-dire que on va supprimer des ouvrages qui étaient obsolètes, qui étaient arrivés aujourd'hui à saturation ou qui étaient plus aux normes. Et donc là, notre travail a été de recréer des réseaux. Faut imaginer quand même que ces 8 communes qui vont être raccordées demain sur la future station d'épuration qui est déjà en service, j'ai vu que vous l'aviez mise, c'est quand même 28 km. 28 km de réseau, donc c'est pas une mince affaire, c'est quand même un gros budget, c'est quasiment 17 ou 18 millions d'euros, donc voilà, des gros budgets. Et cette station d'épuration, aujourd'hui, c'est une 4700 équivalents habitants, je crois, à peu près, mais voilà, on a rationalisé pour supprimer des ouvrages et donc redonner à la nature un petit peu des choses qui n'étaient pas... Donc de ce point de vue-là, le gain est déjà acquis, le gain est déjà là. La station fonctionne, elle assainit déjà les eaux. Déjà, ouais. Alors les réseaux, c'est pas complètement terminé. Alors c'est pas complètement terminé, mais on est en train de raccorder. Alors déjà, on a fait un gros travail sur Longueuil. Alors ça, c'est aussi une acceptabilité aussi de la population, parce que du jour au lendemain, vous venez ouvrir toutes les routes pour raccorder, une grande partie des habitants pour raccorder
raccorder pour faire venir sur un assainissement collectif. Et ça, il faut le faire avaler aux gens. Donc voilà, ça n'a pas été une mince affaire. Moi aujourd'hui, je suis content et je suis assez fier de le dire. C'est que je pense qu'il y a eu un bon travail de tout le monde, hein, des échanges des services au niveau de la collectivité, hein, eau, assainissement, je dirais tout ce qui est la communication, hein, conservatoire électoral, tout le monde a fait on va en parler toute la journée. Donc on aura toute occasion d'y revenir. J'aurais voulu que Nicolas Le Forestier nous dise aussi, je crois que vous avez été très associé avec le syndicat de Bassin-Versant au premier projet, au projet de digue d'estuarisation. Aujourd'hui, le projet tel qu'il est, qu'est-ce que vous en attendez pour les 20-30 ans? Il génère deux sentiments. Un sentiment d'impatience parce que voilà plus de 20 ans que Laurent travaille sur ce sujet. Donc il est normal que notre directeur ait envie d'en découdre et d'en terminer et de reconnecter. Et ça y est, là, on y arrive. Non, mais pas encore. Il faut encore que le camping nous soit libéré, etc. Première chose. La deuxième chose, c'est un sentiment de fierté parce qu'on a le sentiment de participer à quelque chose qui serviront les générations futures. Nous jugerons, ou les générations futures jugeront de la qualité et de notre ambition. Est-ce qu'on est allé assez loin? Et chaque jour suffit sa peine. Et puis le président, il est content aussi d'en finir parce qu'il fallait entraîner l'arrière-pays. Parce que, pour rappel, le syndicat mixte des bassins versants, c'est 102 communes. Donc il y a trois communes très, très concernées en première ligne. Mais il y a aussi les 99 autres. Alors les 99 autres, à chaque fois qu'il fallait voter une étude à des centaines de milliers d'euros, même si c'était subventionné généreusement par l'agence de l'eau, parfois et souvent à 100%, il y avait un sentiment un petit peu de ras-le-bol de la part des communes arrière, de l'arrière-pays, qui nous demandaient, qui nous disaient ou qui nous critiquent de temps en temps en disant « mais quand est-ce que vous pensez à votre vocation première, la lutte contre l'érosion, l'inondation, etc. etc. » Donc on a envie d'en découdre avec ce final, si je puis dire. Et puis après, on pourra rentrer très tranquillement et être fier de notre opération. Et puis on souhaite bien sûr remercier principalement l'agence de l'eau qui est naturellement notre premier partenaire financier et qui a largement financé et qui va encore largement financer. Et puis aussi la bonne entente qu'il y a eu entre l'agence de l'eau et puis le syndicat des bassins versants. Ça a été une collaboration qui est formidable et qui n'est pas terminée. Merci. Alors j'aurais voulu que le mot de la fin, si j'ose dire, de cette séquence où on a balayé l'histoire du territoire et du projet, revienne au syndicat mixte du littoral de Seine-Normandie, maritime, j'y arriverai pas, de Seine-Maritime. Qu'est-ce que, alors, du point de vue du département et de la reproductibilité possible de ce type de projet, qu'est-ce que vous attendez, vous, de la bonne fin de ce projet de la Seine? Je vais aller très très vite. En plus, je suis le tout dernier, alors je vais essayer d'être. Et puis on vous en entend à nouveau dans la journée. L'objectif, c'est que le syndicat du littoral aujourd'hui réunit le département de la Seine-Maritime et l'ensemble des territoires côtiers allant du Havre au Tréport pour justement se définir ensemble les priorités nécessaires pour adapter le littoral de la côte d'Albâtre au changement climatique. Donc pour nous, se lancer dans un tel projet avec le projet de la Seine, on va dire comme exemple et comme vitrine, est véritablement important pour les autres élus du littoral séno-marin qui pourront venir voir qu'il est possible de faire et que tout ça n'est pas simplement des possibilités que certains scientifiques veulent bien nous faire croire. C'est possible d'aller jusqu'à des phases opérationnelles. C'est ce qui est en train de se produire depuis quelques semaines avec notamment le déplacement du camping qui est en cours. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous les intervenants de cette première séquence. Juste, j'aimerais qu'on applaudisse tout particulièrement mon collègue Jean-François Bloch, parce qu'il a été d'une ténacité dans ce projet absolument remarquable. C'est vrai que ça fait 40 ans qu'il est là, mais quand même. Merci. Et merci à Henri Daniel pour nous avoir fait parcourir les premiers siècles de cette histoire de la Seine.